Nous allons voir maintenant que la courbure et la torsion déterminent une courbe. Donc E3 est toujours l'espace affine de dimension 3. On se donne une base de sa direction. C et lambda sont des fonctions, alors pour C d'un intervalle qu'on va supposer ouvert J vers R plus étoile et pour lambda vers R. C, on la suppose de classe C1 et lambda continue. S0 appartient à J, M0 appartient à E3. Alors il existe un unique arc paramétré IF de classe C3 birégulier de paramétrisation normale JG, de courbure CS, de torsion lambda S, quel que soit S appartenant à J. Vérifiant, G de S0 égale M0, et en S0, le trilette de Freinet est égal à cette base. Démonstration, supposons l'existence de IF et donc de JG. On a T qui est égal à G'S qui a pour coordonnées T1 de S, T2 de S, T3 de S dans la base B. Idem pour N et B. Et on sait, d'après les formules de Freinet, qu'on a ça. Et donc on considère la matrice M de S qui est égale à ça, évidemment avec des coefficients qui sont continus. On a donc, quel que soit K égale 1, 2, 3, quand on prend les coordonnées de T, les coordonnées de N et les coordonnées de B, ça se traduit par dt1 sur dt sur ds est égal à Cn1, dn1 sur ds est égal à moins ct1 moins lambda b1, db1 sur ds égale lambda n1, et on fait la même chose pour t2 et t3. Bref, on a t'k égale, on a ça. D'accord ? Voilà. Et donc, on va poser uk, le vecteur de coordonnées tk, nk, bk. C'est-à-dire que u1, c'est t1, n1, b1. Alors, ils vont vérifier, les uk vont vérifier une équation différentielle ek, que je note sous forme matricielle, duk sur ds est égal à n de s uk. Ça vient directement de ce résultat-là. Je vous laisse y réfléchir un peu, c'est évident. D'après le théorème de Cauchy, donc j'ai une équation différentielle, j'ai une équation linéaire différentielle, et d'après le théorème de Cauchy, il existe une unique solution uk de s, telle que vecteur de uk en S0 soit égal à ek, c'est-à-dire U1 en S0 est égal à E1, U2 en S0 égale à 2, U3 en S0 est égal à E3. Voilà. En fait, là j'ai trois équations différentielles qui donnent trois solutions. Je considère rand X la matrice définie par les colonnes, les coordonnées en colonnes des vecteurs UK que j'ai trouvés précédemment. Donc U1, U2, U3. Et je prends sa transposée. Alors sa transposée, évidemment, elle va correspondre aux coordonnées T, N et B. D'accord ? Alors, comme j'avais x' égale mx, alors ça vient d'où ce x' égale mx? Ben, ça vient de là. Hein. C'est-à-dire que comme j'ai du1 sur ds qui est égal à mu1, du2 sur ds qui est égal à mu2, du3 sur ds qui est égal à mu3, hein, et que les u, là, c'est les colonnes de x, j'obtiens x' égale mx. Et donc, j'obtiens y' est égal à ytm quand je passe au transposé. D'accord ? Il faut bien voir que j'ai le droit d'écrire ça, hein, parce que x, c'est cette matrice-là, et en fait, les solutions d'équations différentielles, ce sont des vecteurs qui sont de classe C1. Donc, il n'y a aucun problème pour dériver. Montrons que B de S égale ces trois vecteurs-là forment une base orthonormée directe. Donc ça revient à démontrer que YTY est égal à I3 et que déterminant de Y est égal à 1. Bien, S appartenant à J donne UK de S, ça je l'ai dit, est de classe C1. Et donc S appartenant à J donne X est de classe C1. Et donc S appartenant à J donne la transposée de classe C1. Et dans ce Y, les colonnes, c'est T, N, B qui sont de classe C1. Et la dérivée de YTY, c'est Y'TY plus YTY, dérivée de TY. Dérivée de TY, c'est... dérivée de TY, de la transposée de Y, c'est la transposée de la dérivée. Donc ensuite, j'exprime que Y'
est égal à YTM, 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 et là je prends la transposée, ça fait MTY, d'accord, MTY, donc j'ai ça plus ça. Voilà, mais M c'est moins TM, parce que elle est antisymétrique, et donc j'obtiens ça, et ça fait 0, quel que soit S appartenant à J. Et donc ça va être une constante K. Et pour S égale S0, Y c'est cette matrice-là, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire I3, et ça se traduit exactement par YTY est égal à I3TI3, c'est-à-dire à I3, et donc voilà, YTY est égal à I3, c'est déjà démontré, elle est orthogonale. Maintenant son déterminant, bah, au carré, je prends ça, un déterminant de Y fois déterminant de TY qui est égal au déterminant de Y. Hein. Ça fait déterminant de Y au carré qui est égal à 1, donc déterminant de Y est égal à plus ou moins 1, ce qui est vrai pour toutes les bases ortho normales. Mais comme en S0, alors cette fonction-là est continue, hein, puisque le déterminant est continu, Y est continu, et puis on sait que le déterminant S0 est égal au déterminant de I3, puisque Y de S0 c'est I3, et donc ça fait 1. Et donc le déterminant de YS est égal à 1, quel que soit S appartenant à J. Et donc B de S est bien orthonormé direct, quel que soit S appartenant à J. Voilà. Alors maintenant, bah, G de S, on n'a pas le choix. C'est si on veut que G de S0 soit égal à M0, il faut prendre ça. D'accord ? Et donc G est de classe C2 parce que T est de classe C1. G' de S est égal à TS. Donc ça fait G de seconde S qui est égal à dt sur ds, c'est-à-dire la courbure fois n. Et comme j'ai supposé C de S positif, et que n est unitaire, puisque c'est une base orthonormée directe, j'en déduis que C de S est la courbure, que n est la normale, et l'arc JG est donc birégulier, puisque C de S est différent de 0. La binormale, ça va être Tn vectoriel ns, c'est-à-dire T de S vectoriel n de S, bah, ça fait B de S, hein, puisque là j'ai TNB qui est orthonormé direct, hein, d'accord. Et donc B de S est aussi de classe C1, hein, un produit vectoriel de classe C1, et dB sur ds, bah, dB sur ds c'est égal à lambda S n, et d'où j'en déduis, hein, puisque ça c'est bien le vecteur normal, hein, je l'ai démontré, que lambda S est la torsion. Et donc j'ai démontré qu'il y avait une solution, et j'ai démontré que cette solution est la bonne. C'est terminé. Propriété, si C est une application de J dans l'intervalle ouvert J vers R étoile plus de classe C1, lambda toujours de J vers R continue, on a vu qu'il existait un arc IF C3 de représentation normale JG, tel que CS et lambda S sont les courbures de torsion et les torsions de JG en G de S. Les autres arcs qui conviennent sont ceux qui ont pour représentation normale J et V rongé, où V est un déplacement de E3. Donc ce sont les arcs qui se déduisent de JG par un déplacement. Démonstration, si I1F1 est de représentation normale JG1 donc, et convient, c'est-à-dire qu'il a la même courbure et la même torsion en S, alors quel que soit S appartenant à J, les bases T de S, N de S, B de S, et puis bon, on comprend que c'est pour JG1, hein, T1 de S, T2 de S, T3 de S, sont orthonormés directs. Et donc il va exister une isométrie, on sait que quand on a deux bases orthonormées directes, il existe une isométrie U, une matrice grand U, relative à une base orthonormale directe que j'ai choisie là pour l'espace, que je fixe, qui est IJK, telle que TNB a pour image par U, T1, N1, B1. Alors ça nous fait une matrice Y de S, là je garde les notations précédentes, et là une matrice Y1 de S. On sait que Y1 de S est égal, alors grand U c'est la matrice qui est associée à petit u, donc grand U de S, Y de S, quel que soit S appartenant à J, et donc Y1 TY
va être égal à UY TY. D'accord. Et ça nous fait U parce que Y est orthogonal. Donc YTY est égal à I3. Donc U de S est égal à Y de S, TY de S, est donc de classe C1, puisque T, N, B sont de classe C1, et ce sont les colonnes de la matrice Y, qui est donc de classe de la matrice Y, qui est donc de classe C1, et donc C1 par C1, ça nous fait U qui est de classe C1. T1 est égal à UT, donc T'1 est égal à U'T plus UT', c'est-à-dire U'T plus, alors T', c'est Cn, avec la notion habituelle des matrices colonnes associées au vecteur. Et T'1 est égal à Cn1, donc est égal à Cun. Donc on va avoir U'T plus Cun qui va être égal à Cun, et donc U'T qui est égal à 0. B1 est égal à UB, donc B'1 égale U'B plus UB', égale U'B plus lambda UN. Alors là, C c'était la courbure, lambda c'est la torsion. B'1 est égal à lambda N1, est égal à lambda UN. Et donc je vais avoir lambda UN égale U'B plus lambda UN. Et donc je vais avoir U'B qui est égal à 0. Et je recommence avec N1 qui est égal à UN, donc N'1 qui est égal à U'N plus UN', ce qui fait U'N. Alors, le N' ici, c'est un moins CT moins lambda B, donc ça me fait moins CUT moins lambda UB. Et comme N' est égal à moins CT1 moins lambda B1, eh bien ça me fait moins CUT moins lambda UB, qui est égal à ça, et donc U'M qui est égal à 0. Donc j'ai en fait U'T qui est égal à U'N qui est égal à U'B qui est égal à 0. Or, il se trouve que là, T, N et puis B sont ça forme une base. Hein. Donc si quand on applique U' à chacun ça fait 0, ça veut dire que, oui, alors on peut dire ça comme ça veut aussi dire que U', j'aurais pu dire directement, ça veut dire que U' est égal à 0. Ça veut aussi dire que U'Y est égal à 0, puisque Y a pour colonne T, N et B. Et comme Y est inversible, je multiplie par TY et j'obtiens U' égale 0. Donc U de S est une constante qui va être égale à U de S0. Hein, et donc je note U. Hein, et j'ai G'1 de S qui est égal à un point quelconque, plus somme de S0 somme de S0 à S de T1, vecteur T1 de T dt, ce qui fait A1 plus somme de S0 à S de U de T dt. Et G de S, lui, il est égal à un point A plus somme de S0 à S de T dt. Donc en fait, je trouve que G1 de S est égal à 1. Là, ça, je peux sortir le vecteur U parce que c'est je peux sortir U parce que c'est un endomorphisme, donc il compte pour rien dans l'intégration. Ça fait U de l'intégrale du vecteur T de T dt, et qui lui est égal au vecteur AGS. D'accord? Donc ça fait A1 plus U de AGS. Si j'appelle V le déplacement défini par M appartenant à E3 donne A1 plus U de AM, je vais obtenir que G1 de S est égal à V rond G de S, quel que soit S appartenant à J. Donc G1 est égal à V rond G. Donc V c'est un déplacement. Réciproquement, si V est un déplacement et que G1 est égal à V rond G, donc il va de J dans R, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir, là je prends les coordonnées de G1, X, alors je me suis trompé, c'est YG1, ZG1, voilà, qui est égal à la matrice, cette matrice U. Alors en fait, oui, V, c'est un déplacement, donc il est associé, sa partie linéaire c'est une isométrie, donc ça fait U de XG
YG et ZG, plus un terme constant. Hein, d'accord, c'est vrai pour toutes les applications affines, ça. Et ça me fait donc, en dérivant, ça me fait ça. D'accord, puisque ça se supprime. Donc G'1 est égal à U rond G', où U égale direction, partie linéaire de V, est une isométrie positive. Donc G'1 de S est égal à J'1 de S va être égal à U de G' de S, c'est-à-dire de T. D'accord? Et comme U est une isométrie positive, ça va être unitaire. Et donc G'1 de S, c'est la tangente, T1. D'accord? Voilà. Donc T1 qui va être égal à U de T. Alors maintenant, si je prends T'1, donc je dérive par rapport à S, ça fait U rond G, alors ça c'est T, hein, prime, donc ça fait U rond G seconde, ça fait U rond T prime, hein, c'est plus simple, j'aurais pu écrire ça directement. Et T prime c'est Cn, d'après les formules de Freinet. Donc ça fait U rond Cn, donc je sors le C, puisque U est un endomorphisme, et donc ça fait CU de N. D'accord? Et U de N, c'est pareil, il est unitaire, lui. Il est unitaire, hein, et C est positif, donc C est la courbure, et N1 est égal à U de N. Bon. Alors maintenant, si je prends B'1, c'est T1 vectoriel N1, donc ça fait UT vectoriel U de N, et ça fait U de T vectoriel N, parce que U est une isométrie positive, sinon ce serait multiplié par le déterminant de U, qui pourrait être égal à moins 1. Donc ça fait ça, et ça c'est U de B. Donc B'1 qui est égal à U de B dérivé de U de B est égal à U de B' est égal à U de lambda n, ce qui fait lambda U de n, et donc et U de n c'est N1, donc ça fait lambda N1. Donc lambda est bien la torsion. D'accord? Donc ce que j'ai démontré, c'est que les arcs doivent être de la forme de cette forme-là, et que les arcs de la forme de cette forme-là conviennent bien, et qu'ils ont bien la même courbure, et puis la même torsion que l'arc IF c'est un arc de représentation normale JG. Voilà. On voit le cas d'une courbe plane, IF, un arc paramétré de classe C2 régulier dans le plan repéré par un repère orthonormé direct avec f de t avec ses coordonnées, ds sur dt égale s' de t égale racine x'2 plus y'2. Si on prend un point t0 appartenant à i, l'abscisse curviligne, et le vecteur tangent qui est égal à f' de t sur s' de t, donc à ce vecteur-là avec ces coordonnées-là. G' de s de t est égal à f' de t sur s' de t, j'isole f' en multipliant et je dérive, ça fait f seconde de t égale s seconde de t g' en s de t, plus, et là quand je redérive, il y a un autre s', s' de t au carré, g seconde de s de t. La s de t, je le note s, et donc quand j'isole, je tiens ça, et je remplace g' de s, bien sûr, par f' de t sur s' de t, donc ça me fait ça. Alors s seconde de t, c'est quand je dérive ça, donc ça fait 2x' x seconde plus 2y', y seconde, divisé par 2 fois la racine carrée, et donc les deux s'en vont, il reste ça. Et quand je remplace s seconde par ça ici, je me retrouve avec des s' de t à la puissance 4, et donc je peux écrire ça, que je simplifie et qui me donne ça. Donc la courbure, c'est la norme, donc ça fait 1 sur s' de t à la puissance 4. Ici, je vais factoriser y'. Il est facteur de y' x seconde moins y seconde x'. Et là, il y a x' qui est facteur de la même chose. Donc j'obtiens, en prenant la norme, je mets y' au carré plus x' au carré, puis ça au carré, et je prends la racine. Et donc ça fait ça. Et n est égal, le vecteur normal, à 1 sur c g seconde de s, puisque j'ai supposé que c'était régulier, donc c est évidemment différent de 0, parce que s' de t est différent de 0.
Voilà. Autre méthode, on plonge le plan dans l'espace orienté en rajoutant un vecteur k pour avoir une base orthonormée directe et on utilise cette formule. Voilà. Et donc là, c'est immédiat. On retrouve le résultat. Exemple, f de t, ses coordonnées, on dérive, moins sinus t à moins cosinus t. On écrit autrement, on factorise. S' de t est égal à 2 valeurs absolues de sinus t, parce que ça c'est la norme 1. Donc 2 epsilon sinus t sur 2 avec epsilon qui est loin quand t est entre 4pi plus 4kpi plus 2pi k appartenant à z et moins 1 sinon. Donc c'est régulier si t est différent de 2kpi k appartenant à z puisqu'il faut avoir t sur 2 différent de kpi. Le vecteur tangente, ben, il va être obtenu en divisant f' de t par s' de t, et donc il ne va plus rester que epsilon fois ce vecteur-là. Et la courbure, eh bien j'utilise cette formule, donc j'ai du x', c'est-à-dire moins sinus t, y seconde, il faut dériver ça, ça fait du sinus t. Là j'ai du y', c'est-à-dire 1 moins cosinus t, et du x seconde moins cosinus t. Donc ça me fait ça sur ça. Et ça, ça fait moins 1 plus cosinus t. Et ça, je sais que ça fait 2 sinus carré t sur 2. Sur 8 epsilon sinus cube t sur 2. Et donc après simplification, epsilon sur 4 sinus t sur 2. Par rappeler le théorème de relèvement, I est un intervalle non vide de R, F une fonction de I vers C continue, tel que module de f de t est égal à 1, quel que soit t appartenant à I, alors il existe une fonction continue phi de I vers R, vérifiant f de t égale exponentielle I phi de t, quel que soit t appartenant à I. Si grand F est de classe CP, alors phi est de classe CP. Et si psi est une fonction de I vers R continue, alors f de t est égal à exponentielle I psi t, quel que soit t appartenant à I, équivaut à dire qu'il existe k appartenant à z, tel que psi de t est égal à phi de t plus 2kpi, quel que soit t appartenant à I. Ce théorème est démontré dans un chapitre d'analyse. Propriété, dans le plan affine euclidien, IF est un arc paramétré régulier de classe CK, K supérieur ou égal à 1, de paramétrisation normale JG, R un repère orthonormé direct, alors il existe une fonction phi de J vers R continue, unique à 2 pi près, tel que l'angle IJ'S est égal à phi de S, modulo de pi, quel que soit S appartenant à J, et phi est de classe CK-1. Démonstration, G de S est égal à pour coordonnées X de S, Y de S, G' de S a pour coordonnées X' de S et Y' de S. Donc de classe CK-1, la norme G' de S est égale à 1, et si j'appelle grand F l'application de J vers C qui à S fait correspondre XS plus IYS appartenant à C, F est de classe CK, F' de classe CK-1, F' de S est égal à X'S plus IY'S, son module est égal à la norme de G', c'est-à-dire 1, et donc quand j'applique le théorème de relèvement, il existe phi de J vers G de classe CK-1, défini modulo de pi, tel que f de S est égal à exponentielle I phi de S, quel que soit S appartenant à I. J'ai donc G' de S qui est égal à cosinus phi de S I plus sinus phi de S J, quel que soit S appartenant à J. Et donc l'angle IG' de S est bien égal à phi de S. On garde les notations précédentes. J'ai donc un vecteur tangent qui a pour coordonnées cosinus et sinus de phi de S, dt sur ds moins phi' sinus et phi' cosinus. Et donc la courbure C qui est égale à la à la norme de ce vecteur-là, elle est égale à epsilon phi' de S en choisissant epsilon égale 1 si phi' de S est positif, moins 1 sinon. Et à ce moment-là, pour avoir dt sur ds égale Cn, ben je dois prendre n qui a ces coordonnées-là. Si IF est régulier, phi' ne s'annule pas, donc reste positif sur J, epsilon égale 1, ou reste négatif sur J, epsilon égale moins 1. Exemple, f de t
pour coordonnées cosinus t, t moins sinus de t, f' de t à ces coordonnées-là, et en utilisant les formules de trigonométrie, en remplaçant sinus t par 2 sinus t sur 2 cosinus t sur 2, à moins cosinus t aussi, j'obtiens ça, et ds sur dt est clairement égal à 2 epsilon sinus t sur 2, avec epsilon est égal à plus ou moins 1. Hein. Donc si t est différent de 2 capi, t a ces coordonnées-là, et je viens de démontrer qu'à ce moment-là, c'est cosinus phi de s, sinus phi de s, puisque phi existe. Phi de s est clairement égal à quoi ici? Eh bien à pi moins t sur 2, hein, puisque ça c'est cosinus de pi moins t sur 2, et ça c'est sinus de pi moins t sur 2. Donc j'ai s' de t phi' de s qui est égal à moins 1,5. Donc j'ai phi' de s qui est égal à moins 1 sur 2 s' de t. Et s' de t, c'est 2 epsilon sinus t sur 2, donc ça fait moins 1 sur 4 epsilon sinus t sur 2, qui est égal à moins epsilon sur 4 sinus t sur 2, et donc la courbure est égale à 1 sur 4 fois la valeur absolue de sinus t sur 2, et je retrouve ainsi un résultat, ainsi un résultat sur un exemple que j'ai déjà fait ou que je vais traiter après. On termine ce chapitre par l'étude des hélices en commençant par la plus simple dans l'espace vectoriel, dans l'espace affine de dimension 3, l'intervalle grand R, les coordonnées de f qui est donc c infini avec une dérivée qui est non nulle parce que h est différent de 0. Bon, si je regarde bien, f de t se projette dans ce point-là, et la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est la norme du vecteur r cosinus t, r sinus t 0, et donc ça fait r, et donc la courbe est sur le cylindre d'axe OK et de rayon r. Alors, la courbe est régulière, ds sur dt, c'est norme de f' dt, ça donne k supérieur à r, et le vecteur tangente unitaire, c'est 1 sur k, donc 1 sur la norme, fois le vecteur f' de t. Donc ça fait ça. Là, je suis dans un repère orthonormé direct ou OIJK, et t scalaire k est égal à h sur k, qui est une constante entre moins 1 et 1. dt sur ds égale 1 sur ds sur dt, c'est-à-dire 1 sur k fois 1 sur k fois ça. Et donc, j'obtiens que c'est égal à r sur k2 fois ce vecteur-là, et comme r sur k2 est positif, et que lui il est unitaire, j'ai la courbure, et puis j'ai le vecteur normal. La binormale est égale à t vectoriel n, et ça me donne ça. Je remarque que n appartient au plan engendré par ij, et que b scalaire k est égal à r sur k, constante entre 0 et puis 1. dB sur ds est égal à 1 sur ds sur dt, c'est-à-dire 1 sur k dB sur dt, ça doit faire lambda n. Et donc ça me fait 1 sur k2 h cosinus t, h sinus t 0, donc ça fait h sur k2 fois ce vecteur-là. Et comme n est égal à ce vecteur-là, j'obtiens que lambda est égal à moins h sur k2. Et donc lambda sur c est égal à moins h sur k2 fois l'inverse de la courbure k2 sur r, et donc ça me fait moins h sur r, qui est une constante. Voilà. Alors on va retrouver ces propriétés-là dans les hélices en général. Rappel, dans l'espace vectoriel euclidien orienté, si UV sont deux vecteurs non nuls, l'angle UV est l'unique réel θ appartenant à l'intervalle 0π, tel que cosinus θ égale U scalaire V, divisé par norme de U, norme de V. Alors, θ évidemment est égal à 0 ou π, si et seulement si UV sont collinéaires, est égal à π sur 2, si et seulement si U est orthogonal à V. Je ne revois pas ça, ça a été vu dans un chapitre consacré aux angles et aux isométries dans un espace euclidien. θ ne dépend pas de l'orientation de l'espace, parce qu'il est donné par son cosinus. Si θ change en moins θ, il ne peut pas, de toute façon, ici, avec cette définition. Mais bon, que θ ne dépend pas de l'orientation de l'espace. Remarquons que si UV est égal à θ, si je change U en moins U, évidemment, le cosinus va changer de signe,
Donc moins UV va être égal, l'angle moins UV va être transformé en pi moins θ. D'accord? Donc un des deux réels, θ ou pi moins θ, est dans 0 pi sur 2. Voilà, ça c'est très important parce que on dit que un vecteur V fait un angle θ avec la droite vectorielle U, engendrée par U, si l'angle UV est égal à θ ou l'angle moins UV, hein, parce que la droite engendrée par U, elle peut aller dans deux sens, est égal à θ. Et donc en fait, on peut donc, par rapport à la remarque qu'on a fait avant, quitte à changer U en moins U, supposer que θ appartient à ça. En effet, si θ n'appartient pas à ça, eh bien ça veut dire qu'il appartient à pi sur 2 pi, et dans ce cas-là, bah, je change U en moins U, et je vais avoir le θ qui va appartenir à 0 pi sur 2, puisqu'il va être changé, le θ va être changé en pi moins θ. Voilà. C'est pour ça que dans la suite, quand je parlerai de vecteur qui fait un angle θ avec une droite vectorielle, ben je choisirai cet angle dans cet intervalle. On généralise maintenant la définition d'une hélice, une courbe régulière de l'espace affine euclidien E3 paramétré par un arc IF de classe C1 est une hélice si pour tout t appartenant à I, la tangente t fait un angle constant V appartenant à 0 pi sur 2 avec un vecteur fixe k qu'on choisit unitaire, ce qui équivaut à dire que k scalaire t est une constante et comme k et t sont unitaires, on obtient ainsi le cosinus de v qui est constant. Et donc v qui est constant. Cas particulier, si dire que v est égal à pi sur 2, ça équivaut à dire que le cosinus est nul, et donc que t est orthogonal à k, et donc que f' de t est orthogonal à k. Alors si on note x, y, z, les coordonnées de f de t, dans un repère OIJK construit à partir de vecteur A incomplète pour avoir une base orthonormée directe, bien ça équivaut à dire que z' de t est égal à 0 quel que soit t, donc que z est constant égal à un z de t0, t0 appartenant à x, j'appelle z0. Ce qui équivaut à dire que f de t appartient au plan défini par le point f de t0 et par les vecteurs i et j, puisque le vecteur f de t0 ft a pour coordonnées x, y, 0. Cas particulier, v égale 0, donc ça s'exprime comme ça. Et comme k et t sont unitaires, ça équivaut à dire que t, vecteur t est égal à vecteur k, ce qui équivaut à dire que g's est égal à k, là je prends une représentation normale, ce qui équivaut à dire que g de s est égal à a plus sk, et ce qui équivaut à dire que la courbe est une partie de la droite, hein, puisque g de s appartient à une partie de droite, bah, f de t aussi. Voilà, en fait on a une vraie hélice si on n'est pas dans ces deux cas-là, c'est-à-dire si v appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Alors maintenant, une proposition, IF est un arc C3 trirégulier, et on considère la proposition 1, IF est une hélice, 2, les normales principales sont dans un plan fixe, 3, les binormales font un angle constant avec une direction fixe, 4, le rapport lambda sur C, donc torsion par courbure, est constant. Eh bien, on a l'équivalence de ces 4 propositions. Et on va démontrer d'abord l'équivalence des 3 premières. Démonstration. Là, donc on suppose 1, k scalaire t égale constante, donc on dérive, et comme dk sur ds fait 0, on obtient ça. Et comme dt sur ds égale cn, on obtient ça. Et comme c est différent de 0, puisque la courbe est trirégulière, on obtient k scalaire n égale 0, donc n appartient au plan vectoriel orthogonal de k, et donc 2 est bien démontré, les normales sont dans un plan vectoriel. On suppose 2, n est dans un plan vectoriel p, donc on prend un vecteur k unitaire orthogonal à p, et donc n est donc dans k orthogonal, et donc k scalaire n est égal à 0. Et donc quand je fais d sur ds de k scalaire b, toujours avec une représentation paramétrique, j'obtiens comme dk sur ds est égal à 0, k db sur ds, c'est-à-dire k fois lambda n, mais k scalaire n ça fait 0, alors lambda c'est la torsion, hein, est égal à 0, et donc ça veut dire que k scalaire b est constant, et donc comme k et b sont tous les deux unitaires, ça veut dire qu'ils font un angle constant, et donc j'ai démontré la proposition 3, les binormales font un angle constant avec une direction fixe.
Alors maintenant, je vais démontrer 3 implique 1. Je suppose donc K scalaire B constant, donc je dérive toujours pareil. J'obtiens K scalaire dB sur ds qui est lambda n. Lambda c'est la torsion égale 0, mais la torsion n'est pas nulle parce que la courbe est birégulière. Donc ça nous fait que la courbe est très régulière, donc ça nous fait que ça nous fait que lambda, que K scalaire n est égal à 0, puisque lambda est différent de 0. Et donc K scalaire 1 sur C dt sur ds égale 0. Si j'enlève ça, ça fait K scalaire dt sur ds est égal à 0. Et donc d sur ds de kt est égal à 0, puisque dk sur ds est égal à 0. Donc ça veut dire que kt est constant, donc K, et alors K et T sont unitaires, donc ça veut dire que K et T font un angle qui est constant, hein, donc les tangentes font un angle constant avec une direction fixe. Donc on a bien affaire à une hélice. Il ne nous reste plus qu'à démontrer que 1 est équivalent à 4, mais là c'est un petit peu plus long comme démonstration. Je termine la démonstration. Donc 1 équivalent à 4. IF est toujours un arc très régulier de classe C3. 1 c'est une hélice. 4 c'est lambda sur C, tension sur courbure égale constante. Supposons qu'on a affaire à une hélice. Donc K scalaire T égale A constant. K est un vecteur unitaire. Je complète par I et J pour avoir un repère orthonormé direct. J'appelle X, Y, Z les coordonnées de G. L'arc JG c'est la paramétrisation normale de IF. G', K scalaire T égale Z', Z' doit donc être égal à A, mais comme la norme de T est égale à 1, ça nous fait donc X'2 plus Y'2 plus Z'2, c'est-à-dire A2 qui est égal à 1. A2 est différent de 1, sinon j'aurais X'2 plus Y'2 qui serait égal à 0, donc X' égale Y' égale 0. Donc T aurait pour coordonnées 0, 0, A, et donc dt sur ds serait égal à 0, donc G seconde de S serait nul. Ce qui n'est pas possible parce que l'arc est très régulier. Donc A au carré est inférieur à 1, ce qui permet d'écrire R égale racine carrée de 1 moins A2 supérieur à 0. Je pose U de S égale X' de S sur R, V de S égale Y' de S sur R, fonction définie sur J de classe C2, parce que T est de classe C2, vu que IF est de classe C3. F de Z égale U de S plus IV de S de classe C2 et son module est égal à ça, donc à 1. Ça c'est le même module au carré d'ailleurs, mais donc son module va être égal à 1. Et donc quel que soit S appartenant à J, donc il existe, théorème de relèvement, hein, il existe alpha, une fonction alpha de J vers R, tel que de classe C2, tel que f de s est égal à exponentielle I alpha s. Donc j'ai U de s qui est égal à cosinus alpha s, V de s égale sinus alpha s. Et donc j'ai t qui va être comme ça, dt sur ds est égal à r alpha prime fois ce vecteur-là. Donc la courbure qui est la norme de ce vecteur-là va être égale à r, valeur absolue de alpha prime de s. Comme la courbe est trirégulière, c ne s'annule pas, donc est toujours positif ou toujours négatif. Quitte à changer, si on change i en moins i et j en moins j, ben, ça nous change le signe de alpha prime. Donc on peut supposer alpha prime de s, quitte à changer, donc on peut supposer alpha prime de s supérieur à 0, ce qui fait que la courbure est égale à r alpha prime. Et donc à ce moment-là, la courbure est égale à r alpha prime, donc le vecteur normal est égal à moins n sinus alpha et cosinus alpha 0, et b égale t vectoriel n, après calcul je trouve ça, db sur ds est égal à moins a alpha prime fois ce vecteur là qui n'est autre que le vecteur n, et donc lambda est égal à moins a alpha prime, donc lambda sur c c'est moins a alpha prime sur r alpha prime égale moins a sur r, qui est bien constant. Voilà. Alors, supposons 4, maintenant, lambda sur c égale une constante mu, dt sur ds égale cn, db sur ds égale lambda n, du coup, on a dt sur ds qui est égal à c sur lambda db sur ds, égale 1 sur mu db sur ds. Mu n'est pas nul, donc j'ai le droit d'écrire ça. Mu n'est pas nul parce que lambda et c sont différents de 0. Donc j'ai par intégration t égale 1 sur mu b plus un vecteur u.
t scalaire t, c'est-à-dire norme de t au carré qui vaut 1, hein, qui va être 1 sur mu t scalaire b qui vaut 0, plus t scalaire u. Donc j'obtiens que t scalaire u égale 1, ce qui veut dire que u n'est pas nul et que t scalaire u est une constante. Donc j'ai bien une hélice. Alors un exemple non trivial, c'est un exemple qui a déjà été traité. Donc f de t avec ses coordonnées, on avait trouvé la tangente principale comme ça, la courbure, qui était égale à la torsion, et donc le rapport est égal à 1. Alors ça c'était une courbe très régulière bien sûr, et on a donc une hélice puisque le rapport est égal à 1. C'est confirmé par le fait que t scalaire u, alors si je prends comme vecteur u le vecteur unitaire de coordonnées 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, 0, je fais t scalaire u, je trouve 1 sur racine de 2. Donc l'angle ut est bien constant et c'est un angle qui fait pi sur 4 puisque le cosinus est égal à 1 sur racine de 2.